Seulement en France, une femme noire pourrait penser qu'elle vaut 700 millions d'euros. Le rire de Léo Fournier fusa à travers la pièce, tranchant l'air feutré de la salle de conférence. La traduction, bien que superflue pour lui, fut assez fluide pour que les investisseurs étrangers présents esquissent un ricanement complice. Il se renversa dans son fauteuil en cuir fin, un sourire en coin arrogant étirant ses lèvres, fixant Manon Leroy comme si elle n'était qu'un élément décoratif, un accessoire exotique, et non l'architecte de l'empire avec lequel il la suppliait de fusionner. Notre servante a l'air tendue, ajouta-t-il en français, sa langue maternelle, certain qu'elle ne comprendrait pas. La phrase, et, la petite servante noire, roula sur sa langue avec une cruauté indolente, une désinvolture méprisante. Ce qu'il ignorait, c'est que Manon comprenait chaque syllabe. Son expression, un masque de sérénité professionnelle, ne scia pas. Il pensait se moquer d'une femme impuissante, une simple pièce sur leur échiquier. Mais aucun d'entre eux ne réalisait qu'elle était à quelques secondes de mettre fin à un accord de 700 millions d'euros qui les ensevelirait tous. Le jet privé filait à travers une mer de nuages cotonneux tandis que le docteur Manon Leroy étudiait les documents de la fusion pour la 100e fois. Ses lunettes de lecture perchées sur son nez, elle tournait les pages, chacune représentant un fragment de l'accord colossal avec Dubois SA. Les lumières chaudes de la cabine se reflétaient sur la table en bois poli, soulignant son tailleur pantalon bleu marine impeccablement pressé et le léger froncement de ses sourcils. « Docteur Leroy » appela Camille Martin depuis le siège en face. « Vous êtes plongé dans ces papiers depuis 6 heures. Peut-être est-il temps de faire une pause. » Manon leva les yeux, son regard sombre et perçant malgré la fatigue du vol. « Vous savez ce que ma mère disait toujours à propos des pauses, Camille ?» Elle aligna les papiers avec une précision habituée. Les prédateurs chassent au moment où vous clignez des yeux. Camille hocha la tête, une lueur de compréhension dans le regard. À 28 ans, elle en avait déjà assez vu du monde des affaires français pour connaître la vérité de ces mots. Votre mère semble être une femme très sage. Faire le ménage dans les maisons des autres lui a plus appris sur le pouvoir que n'importe quel programme de HEC Paris ne pourrait le faire. Les doigts de Manon caressèrent le bord du contrat. Elle a vu comment les puissants agissent quand ils pensent que personne ne les regarde. L'avion entama sa descente vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. À travers le hublot, la ville tentaculaire émergea des nuages, un labyrinthe de gratte-ciel modernes et de traditions anciennes. Manon glissa les documents dans sa mallette en cuir, chaque mouvement délibéré et contrôlé. Leur héritier nous attendra à l'arrivée, dit Camille, consultant sa tablette. Léo Fournier. Diplômé de HEC Paris, il a pris la direction de leur division internationale il y a 3 ans. Et qu'est-ce qui ne figure pas dans la biographie officielle ? Demanda Manon, bien qu'elle connût déjà la réponse. 3 plaintes pour harcèlement étouffé par les avocats de papa, 2 ex-femmes qui ont signé des accords de non-divulgation, et une réputation pour. Camille s'interrompit, choisissant ses mots avec soin. Point des vues traditionnelles sur le leadership. La lèvre de Manon s'incurva légèrement. Traditionnel. C'est une façon polie de dire qu'il ne pense pas que les femmes devraient diriger des entreprises. Surtout pas les femmes noires. L'avion se posa en douceur, roulant vers un terminal privé où un petit comité d'accueil attendait sur le tarmac. À travers la fenêtre, Manon repéra d'abord les caméras, la presse locale, soigneusement sélectionnée par l'équipe de communication de Dubois SA. Puis elle le vit. Léo Fournier, au premier plan, dans un costume qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Masque de circonstance, murmura Manon en se levant. Elle vérifia son reflet dans un miroir de poche, s'assurant que chaque cheveu était en place, son maquillage impeccable. Dans ce monde, la perfection n'était pas de la vanité. C'était une armure. La porte de la cabine s'ouvrit, et l'air automnal de Paris s'engouffra à l'intérieur. Manon descendit les escaliers avec une grâce étudiée, Camille 2 pas derrière elle. Les obturateurs des appareils photo crépitèrent, enregistrant chaque instant de l'arrivée de la PDG française. Léo s'avança, son sourire trop large, trop travaillé. Il était beau, de cette manière lisse des hommes nés dans la richesse. Chaque trait arrangé pour projeter une autorité qu'il n'avait jamais eu à mériter. Il tendit la main et Manon la prit. Sa poignée s'attarda trop longtemps, ses doigts pressant sa peau avec une dominance subtile. « Docteur Leroy », dit-il, son anglais parfait après des années dans des écoles américaines. « Quel plaisir !» Ils ont envoyé la femme de la diversité elle-même.
Les appareils photo continuaient de crépiter. Le sourire de Manon ne vacilla pas, bien qu'elle sentît sa mâchoire se contracter. Autour d'eux, son entourage feignit de ne pas avoir entendu, leur visage soigneusement impassible. Le commentaire flottait dans l'air comme de la fumée, insaisissable mais indubitablement présent. « Monsieur Fournier, répondit-elle, sa voix douce comme de la soie. Merci pour votre accueil. Allons-nous discuter de l'avenir de l'innovation énergétique ? Il rit, un son qui n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, toujours direct, vous les Lyonnais. Mon père est impatient de vous rencontrer. Son regard glissa sur elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les affaires. Ils se dirigèrent vers les voitures qui attendaient, une flotte de berlines noires de luxe aux vitres teintées. Camille resta près d'elle, sa tablette prête, sa posture alerte. Elle aussi avait vu ce regard dans les yeux de Léo. À l'arrière de la voiture de tête, une Peugeot 508, Manon s'autorisa enfin à bouger la main, l'essuyant discrètement avec un mouchoir. L'odeur de son eau de Cologne, trop forte, trop affirmée, s'accrochait à sa peau comme un avertissement. « Tu as enregistré ça ?» demanda-t-elle doucement à Camille. « Audio et vidéo », confirma Camille, sa voix à peine un murmure. Mais ils diront probablement que c'était une erreur de traduction. C'est toujours ce qu'ils font. Manon regarda les rues de Paris défiler. Des bâtiments modernes s'élançaient vers le ciel, leur surface de verre reflétant une ville courant vers l'avenir. Mais certaines choses restaient obstinément dans le passé. Un seul mot de travers de sa part, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Camille, et cet accord est mort. Le mouchoir dans sa main se froissa légèrement, seul signe extérieur de l'acier sous son extérieur composé. Elle avait déjà affronté des hommes comme Léo Fournier, des hommes qui voyaient sa position comme un affront à l'ordre naturel, qui pensaient que son succès devait être un cadeau plutôt qu'un mérite. Des hommes qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance. Mais ils ne semblaient jamais apprendre. Le pouvoir ne s'héritait pas. Il se construisait, décision après décision, sacrifice après sacrifice. Et Manon Leroy s'était construite en quelqu'un qui pouvait ébranler les fondations d'empire d'un seul mot. La voiture s'arrêta en douceur devant le siège social de Dubois S.A., un témoignage imposant de richesse et d'influence. Alors que Manon rassemblait sa mallette, elle aperçut son reflet dans la vitre teintée. La voix de sa mère résonna dans son esprit. « Ma chérie, parfois la meilleure vengeance est de les laisser croire qu'ils ont gagné, jusqu'au moment précis où ils perdent tout. » Les sols en marbre du siège de Dubois S.A. résonnaient à chaque pas tandis que Manon suivait Léo à travers des couloirs qui criaient la vieille fortune. Tout brillait, les murs, les sols, même les visages anxieux des assistants qui s'inclinaient à leur passage. Leurs pas créaient un rythme régulier contre la pierre, comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. « Notre histoire s'étend sur 3 générations », annonça Léo, désignant un mur orné de portraits. Chaque cadre contenait la même image de base, des hommes au visage sévère en costume sombre, leurs expressions taillées dans la même pierre que le bâtiment lui-même. Mon grand-père a commencé avec une seule mine de charbon. Maintenant, nous alimentons la moitié de l'Europe. Manon étudia chaque portrait, notant la progression de la richesse dans leurs costumes, la confiance croissante dans leur pose. Un héritage impressionnant, dit-elle, sa voix neutre. Très impressionnant, acquiesça Léo, son sourire acéré. Nous croyons aux valeurs traditionnelles ici. Un leadership fort, une hiérarchie claire. Il s'arrêta devant un portrait particulièrement grand. Mon père, Pierre Dubois, il m'a appris que le succès vient de l'ordre, du fait de connaître sa place. L'accent mis sur le mot « place » n'était pas subtil. Pas plus que la façon dont ses yeux se posèrent sur elle, mesurant sa réaction. En Amérique, continua-t-il, passant aux Français, ils pensent que n'importe qui peut diriger, même s'il leur manque le bon bagage. Il sourit plus largement, certain qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'est comme mettre un singe dans des robes de soie. Le visage de Manon resta parfaitement composé, bien que ses doigts se resserrassent légèrement sur sa mallette. L'insulte flottait dans l'air, enveloppée dans la fausse sécurité d'une langue étrangère. Ils atteignirent un ensemble de portes ornées où Pierre Dubois attendait avec un entourage de cadres. Le patriarche était tout ce que son portrait suggérait, élégant, réservé, dégageant une autorité tranquille. Il s'inclina légèrement, parfaitement poli, mais ses yeux ne rencontrèrent jamais vraiment ceux de Manon. « Docteur Leroy, dit-il, son anglais soigné et précis. Bienvenue dans notre humble demeure.
La salle de conférence ne pouvait en aucun cas être qualifiée d'humble. Une immense table en palissandre poli dominait l'espace, entourée de fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur l'horizon parisien, la ville s'étalant sous eux comme un royaume. Le déjeuner fut servi pendant qu'ils discutaient des termes préliminaires, des canapés gourmands délicats, des grands crus, chaque détail orchestré pour afficher la richesse et le contrôle. Manon remarqua comment le personnel de service gardait les yeux baissés, comment il semblait se fondre dans les murs entre les plats. Le marché américain est difficile, remarqua l'un des cadres supérieurs, se servant plus de vin. Tant de réglementations, tant d'exigences de représentation. Il gloussa, un son comme de la glace qui se fissure. Et les femmes là-bas, de si fortes opinions, de si haute voix. D'autres cadres se joignirent à son rire. Un chœur d'amusement artificiel. Le visage de Pierre Dubois resta neutre, mais quelque chose comme de l'approbation vacilla dans ses yeux. Léo n'essaya même pas de cacher son sourire narquois. Manon posa sa tasse de thé avec un contrôle précis. Le volume est rarement corrélé à l'impact, dit-elle, sa voix portant le poids de chaque diplôme qu'elle avait obtenu, de chaque barrière qu'elle avait brisée. Le vrai pouvoir parle de lui-même. Ses yeux rencontrèrent ceux des cadres et le rire mourut. Quelque chose dans son regard, la certitude tranquille, la dignité inébranlable, fit chuter la température de la pièce de plusieurs degrés. Le silence qui suivit ressemblait à un vide, aspirant la suffisance de leur visage. Pierre Dubois se racla la gorge. Devrions-nous revoir le calendrier proposé? La réunion se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Manon remarqua comment ils commencèrent à l'observer plus attentivement, comme des hommes qui réalisent soudain qu'ils marchent peut-être sur de la glace mince. Des heures plus tard, dans sa suite d'hôtel à Paris, Manon se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'animer. La ville semblait différente de cette hauteur, moins intimidante, plus vulnérable. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de la chambre de Camille. « Tu as tout eu ?» demanda-t-elle quand Camille répondit. « Chaque mot », confirma Camille. Dans les deux langues, y compris le charmant commentaire de Léo sur le singe. Le reflet de Manon lui sourit depuis la fenêtre. Bien. Il pense que parler français les rend invisibles. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Le père est plus prudent que son fils, observa Camille. Mais ce commentaire sur les femmes bruyantes montre exactement ce qu'il pense de nous. Manon toucha la vitre froide, son doigt traçant le contour du bâtiment de Dubois S.A. Au loin. Ils voient nos voix comme une menace parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre pour être entendus. Alors, quelle est notre stratégie? Manon regarda un avion fendre le ciel nocturne, ses lumières stables et déterminées. Demain, ils verront à quel point le silence peut être assourdissant. La ville continuait de pulser en dessous. Des millions de vies s'entrecroisant d'innombrables façons. Mais ici, dans cette suite soigneusement aménagée, une femme se tenait parfaitement immobile, son silence plus dangereux que n'importe quel cri ne pourrait jamais l'être. Les lumières de Paris se reflétaient dans ses yeux, et dans leur lueur, elle ressemblait moins à une visiteuse qu'à une force de la nature. Patiente, inévitable, et impossible à arrêter une fois mise en mouvement. Le domaine familial Dubois s'étendait en Touraine comme un petit palais. Ses jardins parfaitement entretenus, ses murs assez hauts pour maintenir le monde réel à une distance confortable. À l'intérieur de la somptueuse salle à manger, des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des visages à la fois orientaux et occidentaux, tous portant des masques de civilité qui s'amincissaient à chaque plat. Manon était assise au centre de la longue table, sa robe émeraude un choix délibéré, un pouvoir sans provocation. La soie captait la lumière alors qu'elle attrapait son verre de vin, chaque mouvement mesuré et élégant. Elle avait appris il y a longtemps que dans des pièces comme celle-ci, même le fait de lever une fourchette pouvait être jugé. Léo tenait la cour en bout de table, son père étant notablement absent en raison d'affaires urgentes. Le jeune fournier avait desserré sa cravate après son troisième verre de vin, ses manières occidentales soigneusement cultivées commençant à glisser. « Dites-moi, docteur Leroy », lança-t-il à travers la table, interrompant sa conversation avec un investisseur britannique. « Où avez-vous étudié? Harvard? Yale ?» Son ton suggérait que c'étaient les seules réponses acceptables. « MIT », répondit simplement Manon, observant sa réaction. « Les deux diplômes. » « Les deux ?» Les sourcils de Léo se haussèrent avec une surprise exagérée. « Quelle chance !
Il devait avoir d'excellents programmes de diversité. Plusieurs cadres occidentaux bougèrent mal à l'aise sur leurs chaises. Un serveur remplaça silencieusement les bols de soupe vides par le plat suivant. Une terrine de foie gras d'oie rare. Une démonstration de richesse qui se doublait d'une déclaration sur les préoccupations environnementales. Le programme d'ingénierie était assez compétitif, dit Manon, sa voix portant juste assez de chaleur pour que ses prochains mots tranchent plus profondément. Admission au mérite, en fait. Bien que j'imagine que ce concept puisse être étranger à certains. Quelques toux discrètes autour de la table. Le sourire de Léo se crispa. Bien sûr, dit-il, passant à ce qu'il imaginait être un accent africain, épais et caricatural. Nous sommes tous très impressionnés par vos réalisations. En Amérique, tout le monde reçoit un trophée. Oui, tout le monde gagne. Plusieurs cadres français rirent ouvertement. Les investisseurs occidentaux réussirent à émettre des gloussements nerveux, leurs yeux allant de Léo à Manon, mesurant la distance entre l'inconfort social et la nécessité commerciale. Manon nota chaque visage, chaque rire, chaque lâche compromis. Sa mémoire était excellente. Il le fallait, ayant grandi là où oublier qui était avec vous et qui était contre vous pouvait vous briser. Le foie gras arriva dans d'élégantes assiettes, accompagné de toasts briochés. Des symboles, encore des symboles. Vous savez, continua Léo, enhardi par les rires précédents. Mon père s'inquiétait de ce partenariat. Il a dit, les entreprises américaines manquent de discipline, de respect pour la hiérarchie. Il fit un geste avec son verre de vin. Mais je lui ai dit, parfois, nous devons nous adapter à de nouvelles façons de faire. Oui, même si elles sont. Il s'arrêta, cherchant le mot. Point inattendu. Le progrès l'est souvent, répondit Manon, sont-on si parfaitement agréables qu'il aurait pu couper du verre. Comme les requins, nous devons continuer à avancer ou mourir. La terrine parut soudain moins appétissante à plusieurs invités. Un léger carillon brisa la tension. Le téléphone de Manon était posé discrètement à côté de son assiette. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, puis se leva avec une grâce fluide. « Veuillez m'excuser, dit-elle. Je dois prendre cet appel. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Léo se pencha vers ses plus proches compagnons, passant au français avec la confiance désinvolte de quelqu'un certain de ne pas être compris. « Et, la petite servante noire, dit-il, l'insulte roulant sur sa langue. » Des rires fusèrent autour de la table, commençant par les cadres français et se propageant avec incertitude à certains des invités occidentaux. Le genre de rire qui vient du désir d'appartenir, de la peur d'être exclu du cercle intime du pouvoir. Le pas de Manon faiblit un seul instant. Dans cette pause, le temps sembla se cristalliser. Elle pouvait sentir son rythme cardiaque, régulier et fort. Chaque pulsation un rappel de chaque moment comme celui-ci, chaque sourire qu'elle avait maintenu en ravalant sa rage, chaque leçon que sa mère lui avait enseignée sur la dignité comme armure. La lumière du lustre attrapa ses boucles d'oreilles alors qu'elle reprenait sa marche, chaque pas précis, sans hâte. Les rires la suivirent jusqu'à la porte, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. Elle avait appris il y a longtemps que le vrai pouvoir n'est pas dans la capacité de blesser les autres. Il est dans la capacité de s'éloigner, de rassembler leurs erreurs comme des munitions, en attendant le moment parfait pour leur montrer exactement qui ils avaient sous-estimé. La porte de la salle à manger se referma derrière elle avec un clic doux qui sembla d'une certaine manière plus fort que tous les rires combinés. Dans le couloir, entouré d'artefacts anciens d'une valeur de plusieurs millions, Manon se tenait parfaitement immobile. Elle ne serra pas les poings ni ne laissa son visage montrer autre chose qu'une parfaite sérénité. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, puis une autre, chacune alimentant le feu de la détermination qu'il avait porté d'une petite maison de campagne en Provence à ce moment précis. Le téléphone dans sa main n'avait pas réellement sonné. C'était un outil, comme tout le reste, la robe, le sourire, même cette retraite stratégique. Chaque pièce soigneusement choisie, chaque moment chorégraphié vers une fin qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Derrière ces portes, ils riaient encore, toujours certains de leur supériorité, croyant encore que le pouvoir se mesurait en cruauté et en richesse. Ils ne pouvaient pas entendre son silence, ne pouvaient pas le reconnaître pour ce qu'il était, non pas de la soumission, mais le calme avant la tempête. Ils apprendraient, comme tant d'autres avant eux, que sous-estimer Manon le roi était comme confondre un lion endormi avec un chat de gouttière, une erreur que l'on ne fait qu'une seule fois. Manon lissa sa robe, vérifia son reflet dans un miroir doré, et poussa les lourdes portes en bois de la salle à manger.
Les rires qui l'avaient suivi s'éteignirent en plein vol. Elle regagna son siège avec une grâce mesurée, chaque œil dans la pièce suivant son mouvement. Léo portait toujours son sourire satisfait, bien qu'il vacillât légèrement lorsqu'elle croisa directement son regard. La terrine de foie gras avait refroidi, des motifs cristallins se formant sur sa surface comme de la glace sur un étang. Mes plus sincères excuses pour l'interruption, dit Manon en français parfait, sa prononciation nette et claire. Je voulais vous remercier convenablement pour cet excellent repas. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Léo se vida de sa couleur si rapidement qu'il sembla vieillir de plusieurs années en quelques secondes. Autour de la table, les expressions passèrent de la confusion à l'horreur naissante alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Un verre de vin se renversa, étalant du rouge sur le lin blanc comme du sang. Docteur Leroy. Balbutia Léo en anglais. Je ne savais pas. Clairement, continua Manon en français, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Bien que je sois curieuse, cela aurait-il changé quelque chose? Savoir que je comprenais vous aurait-il empêché de montrer exactement qui vous êtes? Elle se leva lentement, posant sa serviette à côté de son assiette avec un soin délibéré. J'ai passé 2 ans au programme de 3e cycle de HEC Paris. Mon professeur de français disait que j'avais un don pour les tons subtils. Son sourire était tranchant comme une lame de rasoir. Pour saisir les nuances que d'autres pourraient manquer. Les cadres occidentaux s'agitaient sur leurs chaises, sentant la tension de la pièce même sans comprendre les mots. Les cadres français restaient figés, leurs rires antérieurs piégés dans leur gorge. En tant que PDG d'Ellison Global Renewable, elle passa à l'anglais, s'assurant que tout le monde comprendrait ce qui allait suivre. Je mets fin par la présente à toutes les négociations de fusion avec Dubois S.A. Avec effet immédiat. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Une servante ne signe pas de partenariat d'1 milliard de dollars. Elle y met fin. Des chaises raclèrent les sols en marbre alors que les gens se levaient, paniqués. Léo bondit sur ses pieds, son visage maintenant rouge d'une colère désespérée. Vous ne pouvez pas faire ça. Les contrats ne sont pas signés. Manon le coupa. Et ils le resteront. Elle se tourna pour s'adresser à la salle. Je suggère à tout le monde de vérifier leur téléphone. Mon équipe publie un communiqué de presse en ce moment même, ainsi que des enregistrements des divertissements de ce soir. Un chœur de carillons de notifications remplit l'air comme sur un signal. Les téléphones sortirent des poches et des sacs à main. Le son de multiples inspirations brusques suivit. Vous nous avez enregistrés? La voix de Léo se cassa. C'est illégal. En France? Oui, admit Manon. Mais dans les réunions d'affaires internationales, la politique de mon entreprise est de conserver des enregistrements complets pour la transparence. C'est clairement indiqué dans nos accords préliminaires. Ce que vous n'avez manifestement pas pris la peine de lire attentivement. Une autre erreur. Elle commença à marcher vers la porte, ses talons claquant sur le marbre dans le silence stupéfait. Oh, et Monsieur Fournier. Elle se retourna. La prochaine fois que vous voudrez insulter quelqu'un, vous feriez peut-être mieux de vérifier ses références d'abord. Le MIT a un excellent programme international. La pièce éclata en chaos derrière elle. Des voix s'élevèrent en plusieurs langues, français, anglais, allemand, tout avec la même note de panique. 700 millions d'euros s'évaporaient comme la rosée du matin, et avec eux, d'innombrables carrières et réputations. Dans le grand hall, Camille attendait avec le manteau de Manon, les yeux de son assistante brillant d'une excitation à peine contenue, son téléphone bourdonnant déjà continuellement dans sa main. La voiture est prête, dit Camille en tenant le manteau ouvert. Et le communiqué de presse a été mis en ligne il y a 2 minutes. C'est déjà en tendance. Elles sortirent dans la nuit fraîche de Touraine, laissant les sons du désordre derrière elles. Les pierres et les arbres soigneusement agencés du jardin semblaient s'incliner dans la brise du soir, comme pour saluer leur passage. La porte de la limousine se referma avec un bruit sourd, les isolant dans un silence climatisé. Le téléphone de Camille continuait de vibrer, les titres défilant sur son écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Ellison Global annule une fusion majeure en France. Choc au dîner de Dubois S.A. L'accord s'effondre. Dernière minute, des remarques racistes torpillent un accord énergétique de 700 millions d'euros. À travers les vitres teintées, les lumières du domaine Dubois rapetissaient, ces terres parfaitement entretenues s'estompant dans l'obscurité. Manon le regarda disparaître,
son visage illuminé par les lampadaires qui défilaient. Chaque éclair révélait la même expression composée qu'elle avait portée toute la soirée. Les réseaux sociaux explosent, rapporta Camille en faisant défiler ses flux. L'enregistrement est partout. CNN demande un commentaire. Bloomberg aussi. Le Wall Street Journal veut une exclusivité. Elle leva les yeux. Que dois-je leur dire? Manon continua de regarder par la fenêtre, observant l'horizon moderne de Paris se dresser devant eux. Tout en verre, en acier et en ambition. Bien, dit-elle simplement. Laissez-les parler. Dans le reflet de la vitre, elle pouvait voir son propre visage superposé aux lumières de la ville, le regard clair, imperturbable, exactement comme sa mère lui avait appris à être. Dans son esprit, elle pouvait entendre la voix de sa mère. Ma chérie, parfois la plus grande victoire est simplement de partir la tête haute. La limousine glissait dans la nuit, les transportant vers l'aéroport où le jet de la société attendait. Derrière elle, un empire construit sur l'arrogance apprenait une leçon coûteuse sur la sous-estimation de la mauvaise personne. Devant, les titres se répandaient à travers le globe, transportant non seulement la nouvelle d'un accord raté, mais aussi un message sur le pouvoir, le respect et le coût de la cruauté ordinaire. Le lever du soleil sur Paris peignait la ville de nuances d'ambre et d'or, mais Manon était réveillée bien avant l'aube. Elle se tenait devant les baies vitrées de sa suite d'hôtels, regardant les tickets boursiers numériques défiler sur les flancs des gratte-ciel. L'action d'Ellison Global clignotait en rouge vif, en baisse de 12% et continuant de chuter. En bas, une nuée de journalistes s'agglutinait autour de l'entrée principale de l'hôtel comme des abeilles anxieuses. Des gardes de sécurité formaient une barrière humaine, tenant la presse à distance. Les flashs des appareils photo ponctuaient la lumière du matin, même depuis le 30e étage. Ils disent que c'est le plus grand effondrement d'accord de l'histoire de l'énergie propre, dit Camille depuis sa position à la table à manger, entourée de tablettes et d'ordinateurs portables. Elle n'avait pas dormi non plus. Son blazer habituellement impeccable était légèrement froissé, des tasses de café éparpillées autour de son poste de travail. Les réseaux sociaux français sont partagés entre l'indignation et, plus d'indignation. Mais les médias occidentaux parlent d'un moment décisif pour la responsabilité des entreprises. Le téléphone de Manon vibra de nouveau. Le 20e appel de Stéphane Garnier depuis 1 heure. Elle les avait tous ignorés, mais cette fois, elle décrocha. L'appel vidéo se connecta, révélant le visage de son directeur financier, rouge d'une fureur à peine contenue. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» La voix de Stéphane crépita à travers le haut-parleur. Ses cheveux habituellement parfaitement peignés étaient en désordre, son col de travers. Le conseil d'administration est en plein chaos. Nos investisseurs paniquent. Tu les as humiliés. Bonjour à toi aussi, Stéphane. Le ton de Manon était glacial. J'imagine que tu as vu l'enregistrement. Bien sûr que je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Mais tu ne peux pas faire capoter un accord de 700 millions d'euros pour quelques commentaires racistes. Quelques commentaires racistes? Le sourcil de Manon se haussa. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Et moi qui pensais que c'était toi qui m'avais appris à protéger la valeur actionnariale par la gestion de la réputation. Le visage de Stéphane devint encore plus rouge. Il ne s'agit pas de réputation. Il s'agit de... Il s'arrêta, semblant se reprendre. Écoute, on peut encore sauver ça. Le père de Léo est prêt à nous rencontrer. On peut renégocier. Un timing intéressant pour cette suggestion, coupa Manon. En parlant de négociation, pourrais-tu expliquer pourquoi de nouvelles clauses de transfert de brevets sont apparues dans le contrat du jour au lendemain? Celles qui n'étaient pas dans la version que j'ai examinée pendant le vol? Stéphane cligna rapidement des yeux, sa main se levant pour ajuster sa cravate. Il doit y avoir une erreur. Peut-être une erreur de traduction. Point dans un contrat rédigé par notre propre équipe juridique? La voix de Manon était dangereusement douce. Essaie encore, Stéphane. Je devrais vérifier avec le service juridique, mais Manon, s'il te plaît, concentre-toi sur la situation dans son ensemble. La réunion du conseil d'administration est dans 4 heures, et ils vont vouloir des réponses. Oh, ils auront des réponses. Manon mit fin à l'appel en pleine phrase, se tournant vers Camille. Que as-tu trouvé? Les doigts de Camille volèrent sur son clavier, affichant un réseau complexe de diagrammes financiers. Ça a pris toute la nuit,
mais je l'ai trouvé. Les nouvelles clauses de brevet. Elles sont liées à une série de sociétés écrans enregistrées au Luxembourg. Elles mettent en évidence un nœud particulier dans le réseau. Celle-ci a été créée il y a 3 semaines, juste après notre première rencontre avec Dubois SA. Et devine qui est répertorié comme le bénéficiaire effectif? Léo, dit Manon, ce n'était pas une question. À travers 6 couches de voile corporatif, mais oui. Camille afficha un autre document. Les clauses leur auraient donné un accès dérobé à notre technologie de base de panneaux solaires. Ils auraient pu répliquer toute notre ligne de production en 6 mois. Manon se plaça derrière Camille, étudiant les diagrammes. Des années d'expérience dans la lecture des structures financières lui permirent de voir la tentative de vol cachée dans les documents à l'apparence légitime. C'était élégant dans sa complexité, elle devait l'admettre. Si elle n'avait pas surpris l'insulte de Léo, si elle n'avait pas annulé l'accord. Il n'essayait pas seulement de s'associer avec nous, dit-elle doucement. Il prévoyait de nous vider de notre substance. Prendre notre technologie, la répliquer à moindre coût, et nous évincer complètement du marché asiatique. Elle se redressa, lissant sa veste. Et quelqu'un de notre côté les a aidés à mettre ça en place. Stéphane, demanda Camille, bien que son ton suggéra qu'elle connaissait déjà la réponse. Le moment des changements de contrat, le calendrier de clôture précipité, la façon dont il pousse pour sauver l'accord, même après ce qui s'est passé. Manon secoua la tête. Il a été leur homme depuis le début. Nous avons juste besoin de le prouver. On frappa à la porte, les faisant se retourner toutes les deux. Un membre du personnel de l'hôtel entra avec un plateau de petit déjeuner en argent, complet avec du café et des viennoiseries fraîches. Alors qu'elle le posait, Manon remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Pardon, docteur Leroy, dit la jeune femme dans un anglais soigné, mais la sécurité m'a demandé de vous informer. Il y a maintenant plus de 50 journalistes dans le hall. Ils demandent des déclarations. » Merci, répondit Manon avec un sourire chaleureux. Et merci d'avoir apporté le petit déjeuner malgré la foule. Après le départ de l'employé, Camille se leva, étirant ses muscles raidis par des heures de travail sur ordinateur. Quelle est notre prochaine étape? Manon retourna à la fenêtre. Le soleil du matin s'était entièrement levé maintenant, scintillant sur les tours d'acier et de verre du quartier financier de Paris. Quelque part dans l'un de ces bâtiments, Léo était probablement en train de s'agiter pour contenir les dégâts, sans jamais soupçonner qu'ils avaient découvert le véritable complot caché derrière son arrogance raciste. Ils m'ont appelé servante en essayant de voler ma couronne, dit Manon, son reflet dans la vitre se superposant à la ville comme un fantôme. Maintenant, nous prenons la leur. Elle se tourna vers Camille. Commence par les emails de Stéphane du mois dernier. Chaque contact, chaque réunion, chaque document qu'il a touché. S'il les a aidés à monter ça, il a laissé des traces quelque part. Camille tapait déjà. Et Léo? Il voulait jouer avec le racisme et le vol d'entreprise. Le sourire de Manon était aussi tranchant qu'une lame. Montrons-lui ce qui se passe quand on essaie les deux contre la mauvaise personne. Le cycle des nouvelles du matin frappa comme un tsunami. Manon regarda depuis sa chambre d'hôtel des experts disséquer chacun de ses mouvements, chacun de ses mots du dîner fatidique. Sur CNN, un commentateur aux cheveux parfaitement coiffés secoua la tête solennellement. Des sources proches de la négociation suggèrent que le docteur Leroy a peut-être mal interprété des différences culturelles, dit-il. Cette réponse émotionnelle pourrait coûter des milliards aux actionnaires. Manon coupa le son de la télévision, son doigt appuyant sur le bouton avec une force contrôlée. Son téléphone vibrait constamment de notifications. Les réseaux sociaux se déchaînaient. Les messages allaient de l'inquiétude à la cruauté, avec un vilain courant sous-jacent de racisme dans beaucoup d'entre eux. « Il te traite d'instable sur WhatsApp », rapporta Camille, faisant défiler sa tablette. « Et sur Twitter ? Eh bien, tu ne veux pas savoir ce qui est en tendance. Laisse-moi deviner. » Femme noire et en colère. La voix de Manon était sèche comme de la poussière. Entre autres. Le visage de Camille s'assombrit. Les trolls sont de sortie. J'ai dû fermer les commentaires sur tous nos réseaux sociaux d'entreprise. Manon se leva, se dirigeant vers son placard. Elle sortit un simple pull noir et un jean, des vêtements qui l'aideraient à se fondre dans la masse plutôt qu'à se démarquer. J'ai besoin de prendre l'air. Tu ne peux pas sortir,
protesta Camille. Les médias campent toujours en bas et la sécurité dit. Je n'ai pas survécu à 2 décennies dans le monde des affaires français sans apprendre à me déplacer sans être vu. Manon attacha ses cheveux en un chignon serré. Ajouta de grandes lunettes de soleil et un masque chirurgical, assez courant à Paris pour ne pas attirer l'attention. Continue de surveiller la situation. Je serai de retour dans 2 heures. L'ascenseur de service la déposa dans la zone des cuisines de l'hôtel. Quelques employés la regardèrent, mais dans ses vêtements simples, elle n'était qu'une autre étrangère essayant d'éviter l'attention. Elle se glissa dehors par le quai de chargement et dans les rues animées du quartier des affaires de Paris. Tout autour d'elle, la vie continuait normalement. Des vendeurs de rue vantaient leurs marchandises. Des employés de bureau se dépêchaient entre les gratte-ciel. Des touristes prenaient des photos de l'architecture moderne. Mais dans les cafés et au coin des rues, elle captait des fragments de conversation. Son français lui permit de surprendre des chuchotements qui lui firent serrer la mâchoire. Cette Française a perdu la face pour rien. Ces Américains, si sensibles. Dans un café chic, 2 jeunes cadres en costumes impeccables ne prirent pas la peine de baisser la voix alors qu'elle passait leur table. « Pour qui se prend-elle » dit l'un en français. Ces Américains, surtout les Noirs, ils ne comprennent pas comment faire des affaires ici. Son compagnon rit. Léo Fournier avait raison. Trop émotive, aucun contrôle. Manon commanda son café en français parfait, regardant leur visage pâlir alors qu'il réalisait qu'elle avait compris chaque mot. Elle apporta sa boisson à une table d'angle, ouvrant son téléphone pour trouver le visage de Léo placardé sur les sites d'actualités économiques français. Sa déclaration officielle était un chef-d'œuvre de condescendance subtile. Bien que nous respections la passion du docteur Leroy, sa réaction émotionnelle aux négociations commerciales standards soulève des inquiétudes quant à sa capacité à opérer sur les marchés internationaux. Nous restons ouverts au dialogue une fois que les esprits se seront calmés. La traduction ne capturait pas toutes les nuances. La façon dont son choix de mots en français la dépeignait comme hystérique, instable, dépassée. Les commentaires sous les articles étaient pires. Un cloaque de vitriol raciste et sexiste à peine déguisé en critique commerciale. Son téléphone vibra avec un message du conseil d'administration. Ils étaient profondément préoccupés par la situation et demandaient une réunion d'urgence. Une autre vibration, le cours de l'action chutant. Une autre, un investisseur majeur menaçant de se retirer. Manon retourna à l'hôtel à travers des rues qui s'assombrissaient, regardant son propre visage clignoter sur les panneaux d'affichage numérique entre les publicités. L'histoire avait pris de l'ampleur, échappant à son contrôle. En l'espace de 24 heures, elle était passée de PDG respecté à un cas d'école. Le hall de l'hôtel était heureusement débarrassé des journalistes à son retour, bien qu'elle pût les voir encore camper devant l'entrée principale. Elle prit de nouveau l'ascenseur de service, son esprit élaborant déjà des stratégies pour la réunion du conseil. Le couloir menant à sa suite était vide et silencieux, trop silencieux. Sa formation en sécurité s'activa avant que son esprit conscient n'enregistre ce qui n'allait pas. Elle ralentit ses pas, cherchant tout signe de perturbation. Là, une ombre sous sa porte qui ne devrait pas y être. Un morceau de papier glissait pendant son absence. Manon s'approcha prudemment, sa main glissant dans son sac à main, où un pistolet paralysant petit mais puissant était caché. La note était imprimée sur du papier cher, du genre utilisé pour les cartes de visite. Le message était en anglais, chaque mot soigneusement choisi. Vous vous déshonorez en restant. Quittez la France d'ici demain soir ou saignez ici. Certaines leçons doivent être enseignées durement. Manon ramassa la note avec un mouchoir, préservant d'éventuelles empreintes digitales. Dans sa suite, elle vérifia chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible. Rien n'était dérangé, mais le message était clair. Il pouvait l'atteindre quand il le voulait. Elle vérifia doublement le verrou de la porte, puis plaça une chaise sous la poignée pour plus de sécurité. De son sac, elle sortit le pistolet paralysant, un cadeau de son chef de la sécurité, qui avait insisté pour qu'elle ne voyage jamais sans. Son poids était rassurant dans sa main alors qu'elle vérifiait l'indicateur de charge. Pleine puissance. « Essayez-moi », murmura-t-elle, posant l'arme sur sa table de chevet à portée de main. « J'ai affronté pire que des brutes de cour d'école avec l'argent de papa. » Le lever du soleil parisien peignait la chambre d'hôtel de nuances de gris et d'ambre. Manon était assise en tailleur sur le sol, entourée de piles de documents imprimés et de 3 ordinateurs portables.
Sa veste était drapée sur une chaise, ses manches retroussées, prêtes pour la bataille. Camille travaillait au bureau, signalant en rouge les entrées suspectes dans les feuilles de calcul. Des cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche, mais ses doigts volaient sur le clavier avec précision. Lucas Moreau, leur traducteur et consultant technique, était assis sur le canapé avec son propre ordinateur portable, ses cheveux normalement soignés en désordre à force de passer ses mains dedans de frustration. Une autre société écran, annonça Camille, marquant une cellule en rouge. Celle-ci enregistrée au Luxembourg l'année dernière. D'énormes transferts de fonds. Aucun but commercial clair. Manon hocha la tête, parcourant un document récupéré sur les serveurs de sauvegarde de Dubois SA. Les schémas sont les mêmes. Il crée ses coquilles juste avant des accords internationaux majeurs. Elle se toucha la tempe, luttant contre un mal de tête. Lucas, quelle est cette notation ici? Lucas se pencha, plissant les yeux sur les caractères chinois en police minuscules. C'est de la comptabilité créative. Il qualifie les pots de vin de frais de consultation pour les fonctionnaires locaux. Il tira sur son col, clairement mal à l'aise. Ces montants sont significatifs. Suis-les, ordonna Manon, lui passant une clé USB. Chaque euro, chaque destinataire. La pièce tomba dans un silence concentré, rompu seulement par les clics des claviers et le bruissement des papiers. Dehors, la ville était complètement réveillée. Les klaxons et le bruit des chantiers filtraient par les fenêtres. Mais ici, dans leur salle de guerre improvisée, ils étaient des archéologues déterrant la corruption couche par couche. J'ai quelque chose de gros, dit Camille après une heure. Des rapports d'inspection d'usine de leur usine de panneaux solaires en Auvergne. Les chiffres ne correspondent pas. Lucas se déplaça pour regarder par-dessus son épaule, son visage pâlissant à la lecture. Ces manifestes de travailleurs. J'ai déjà vu ça. Ce ne sont pas des employés. C'est du travail forcé. La tête de Manon se releva brusquement. Tu es certain? Le langage est prudent, mais... Lucas afficha un autre document, traduisant rapidement. Voyez ici? Programme spécial d'intégration des travailleurs. Et ses coûts de logement bien en dessous du marché. Parce que ce sont des baraquements de prison. Mon Dieu, murmura Camille. Télécharge tout, ordonna Manon. Chaque rapport, chaque mémo, chaque chaîne de mails qui mentionne ces installations. Elle se leva, arpentant la pièce. Pas étonnant qu'ils aient enterré ces fichiers si profondément. Les doigts de Lucas hésitèrent sur son clavier. Docteur Leroy, ce genre d'informations. Il déglutit difficilement. Des gens disparaissent pour moins que ça. S'ils remontent ces violations jusqu'à nous. Ils m'ont déjà menacé une fois, dit Manon, touchant la note dans sa poche. Mais il ne s'agit plus de moi. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville tentaculaire. Combien de vies sont enterrées dans ces feuilles de calcul? Combien de familles déchirées pour que Léo puisse ajouter un autre zéro à son compte en banque? Nous devrions au moins attendre un conseil juridique, suggéra Camille, bien que son ton dise qu'elle connaissait déjà la réponse. Nos avocats sont probablement compromis, répondit Manon. Souviens-toi de ces clauses de brevet qui sont apparues du jour au lendemain. Quelqu'un de notre côté les a aidés. Elle se retourna vers la pièce, son expression dure. Nous ne faisons confiance à personne en dehors de cette pièce. Lucas se leva, passant ses deux mains dans ses cheveux. Docteur Leroy, s'il vous plaît, comprenez ce que vous envisagez. Cela ne nuira pas seulement à Dubois SA. Cela pourrait embarrasser des gens puissants, déclencher des enquêtes internationales. Il croisa son regard. Cette information peut vous faire tuer. Manon s'approcha de lui, sa voix s'adoucissant mais sa résolution inchangée. Le silence aussi peut tuer, Lucas. Chaque jour que nous attendons, plus de vies sont détruites. Elle lui toucha l'épaule. Mais je ne te forcerai pas à rester. Tu peux partir tout de suite. Sans poser de questions. Il regarda la porte, puis l'écran de son ordinateur portable où des chiffres accablants défilaient. Après un long moment, il se rassit. Mon père m'a appris que le véritable honneur signifie tenir tête aux hommes puissants, pas s'incliner devant eux. Ses doigts retournèrent au clavier. Je reste. Moi aussi, dit fermement Camille. À fond. Ils travaillèrent toute la matinée,
construisant leur dossier document par document. Fausses études d'impact environnemental, certification de sécurité antidatée, pot de vin déguisé en don de charité. Chaque découverte révélait de nouvelles couches de corruption. Un cancer rongeant le cœur de l'Empire du Bois. Regarde ces marges bénéficiaires, dit Camille, pointant un graphique. Impossible qu'elles soient si élevées sans rogner sur tout. Pas seulement sur les dépenses, ajouta sombrement Lucas. Sur les vies, la sécurité, la dignité humaine de base. Il se frotta les yeux. Plus on creuse, pire c'est. Manon étudia une série de photos montrant les conditions de l'usine. Nous avons besoin de plus que des documents. Des témoins, des témoignages internes. Elle se tourna vers Lucas. Une chance que tes contacts puissent. Un léger tapotement sur la vitre les fit tous sursauter. De l'autre côté de la rue, la lumière du soleil se refléta sur un objectif d'appareil photo. Un homme en costume noir se tenait à la fenêtre d'un bureau, photographiant leur chambre avec un téléobjectif. À terre, ordonna Manon. Ils se jetèrent au sol pendant qu'elle rampait vers la fenêtre, en restant basse. L'homme était déjà parti, ne laissant que des fenêtres vides reflétant la lumière du matin. Ferme les rideaux, dit-elle à Camille. Lucas, commence à crypter tout ce que nous avons. Triple protection. Elle sortit son téléphone, tapant rapidement. Il nous surveille maintenant. Nous devons agir vite. Les lourds rideaux se fermèrent, plongeant la pièce dans une pénombre artificielle. Dans la faible lumière, leurs ordinateurs portables brillaient comme des feux de camp, projetant des ombres sur des visages tendus alors qu'ils se dépêchaient de sécuriser leur découverte avant que la tempête n'éclate. L'horloge numérique sur la table de chevet affichait 2h17 en chiffres rouges durs. Manon était assise au bureau de sa chambre d'hôtel, examinant des images de sécurité que Camille avait extraites des serveurs de Dubois SA. Ses yeux brûlaient de fixer l'écran, mais elle ne pouvait pas dormir. Pas avec ce qu'ils avaient découvert. Un léger clic rompit le silence. La tête de Manon se redressa brusquement. Ce n'était pas le craquement normal du bâtiment. Sa main se dirigea vers son sac à main où attendait le pistolet paralysant. La porte s'ouvrit avec fracas, le bois se fendant. 3 hommes masqués en noir se précipitèrent à l'intérieur, se déplaçant avec une précision militaire. Le premier se jeta sur elle avant qu'elle ne puisse atteindre son sac. Manon attrapa la lampe de bureau et la balança de toutes ses forces. Elle se connecta avec un craquement satisfaisant. L'homme recula en titubant, maudissant en français. Elle projeta la chaise de bureau sur le deuxième agresseur, gagnant de précieuses secondes. Le troisième homme la coinça près de la cafetière. Sans réfléchir, Manon attrapa la carafe d'eau qu'elle avait fait chauffer pour le thé et jeta le liquide bouillant à son visage. Son cri perça l'air alors qu'il griffait son masque. Du verre se brisa lorsqu'ils renversèrent la table d'appoint. Les pieds nus de Manon craquèrent sur les fragments, mais l'adrénaline atténuait la douleur. Elle esquiva un coup de poing sauvage. Des années de cours de kickboxing prirent le dessus. Son coude trouva un plexus solaire. Le nez de quelqu'un rencontra son genou. La porte communiquante avec la chambre de Camille s'ouvrit violemment. Son assistante chargea, brandissant une chaise en bois comme un bélier. Elle la fracassa dans le dos de l'homme qui se battait avec Manon. « Cours !» cria Manon, attrapant le bras de Camille. Elles filèrent vers le couloir, laissant les hommes emmêlés dans les meubles et les jurons. Leurs pieds nus claquèrent sur le carrelage froid alors qu'elles sprintaient vers la cage d'escalier. Derrière elles, des bruits de pas lourds et des cris de colère résonnaient sur les murs. Le cœur de Manon martelait contre ses côtes. La sortie de secours semblait à des kilomètres. Elles atteignirent la cage d'escalier à toute vitesse, descendant les marches 2 par 2. La porte en métal se referma derrière elle avec un bruit sourd juste au moment où l'alarme incendie se mit à hurler. Des lumières d'urgence rouges projetaient une lueur infernale sur tout. « Continue !» halta Manon alors que Camille trébuchait au 10e étage. Leurs poursuivants gagnaient du terrain. Elle pouvait les entendre au-dessus, leurs bottes tonnant sur les escaliers métalliques. Elles sortirent de la cage d'escalier au 4e étage, courant dans un couloir de service. Un chariot de nettoyage leur offrit un abri pendant qu'elles reprenaient leur souffle. Sortie arrière, halta Camille en montrant du doigt. Par la cuisine. Manon hocha la tête, ses poumons en feu. Elles se déplacèrent aussi silencieusement que possible,
leurs pieds nus silencieux sur la moquette industrielle. Derrière elles, l'alarme incendie continuait son vacarme assourdissant. Elles atteignirent la cuisine juste au moment où des voix criaient en français depuis la cage d'escalier. Le carrelage froid sous leurs pieds était presque bienvenu après que la moquette rugueuse eût écorché la plante de leurs pieds. Là, un des hommes les aperçut par la fenêtre de la cuisine. Manon attrapa une casserole sur l'égouttoir et la lança contre la fenêtre. Le fracas leur acheta de précieuses secondes alors qu'elles se faufilaient entre les comptoirs en acier et les ustensiles suspendus. Elles atteignirent le quai de chargement juste au moment où les sirènes de police se mirent à retentir au loin. L'air nocturne les frappa comme une gifle, leur donnant la chair de poule. Elles ne s'arrêtèrent de courir qu'en atteignant la rue animée à 2 pâtés de maison. C'est seulement alors que Manon réalisa qu'elle tremblait. Son pyjama en soie était déchiré et maculé de café. Du sang coulait des coupures sur ses pieds. Camille n'était pas en meilleur état. Son t-shirt déchiré à l'épaule, ses cheveux en désordre autour de son visage. « Ça va ?» demanda Manon, saisissant les épaules de Camille. « Oui », hocha la tête Camille, respirant encore difficilement. « Et toi ? » ?»« Je survivrai. » Manon essaya de calmer ses mains tremblantes. « Nous devons trouver un endroit sûr. Ils surveilleront mon hôtel de secours. Ma cousine a un appartement dans le quartier étudiant de Paris, dit Camille. Elle est en voyage cette semaine. Elles trouvèrent un taxi prêt à les prendre malgré leur état débraillé. Alors qu'elles roulaient dans les rues avant l'aube, le téléphone de Manon vibra avec un message du directeur de l'hôtel. La police enquêtait sur une tentative de vol apparente. Pas de suspect trouvé. Preuve minime. Ils vont étouffer ça, dit Manon doucement. Le classer comme des criminels ordinaires. Ce n'étaient pas des cambrioleurs au hasard, répondit Camille. Ils se déplaçaient comme des professionnels. Ça devait être les hommes de Léo. La mâchoire de Manon se serra. Il est désespéré de nous empêcher d'exposer ce que nous avons trouvé. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsqu'elles retournèrent dans la chambre d'hôtel avec une escorte de police. La destruction semblait pire dans la lumière grise de l'aube. Meubles renversés, verres brisés, papiers éparpillés comme des feuilles mortes. Des gouttes de sang tachaient la moquette là où le genou de Manon avait rencontré le visage de quelqu'un. Elle sortit son téléphone, les mains tremblant encore légèrement, et commença à tout photographier. La porte cassée, la lampe qu'elle avait utilisée comme arme, les taches de café sur le mur. Chaque image était une preuve de jusqu'où Léo irait pour protéger ses secrets. Ils ont versé le premier sang, murmura Manon, baissant son téléphone. Les mots avaient un goût de fer dans sa bouche, comme la promesse d'une rétribution. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du clic de son appareil photo. Le soleil du matin se glissa par les fenêtres, peignant l'épave de nuances d'or et d'ombre. Chaque photo était une munition de plus dans une guerre qui venait de devenir mortellement sérieuse. Le jet privé ronronnait régulièrement en les emmenant loin de Paris. Manon regardait par le hublot, observant la côte française s'estomper en une tache lointaine. Son corps lui faisait mal après l'attaque, des coupures et des ecchymoses cachées sous un tailleur impeccable. 2 gardes de sécurité armés étaient assis près du cockpit. Une nouvelle addition dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Camille somnolait de façon agitée sur le siège en face d'elle. Des cernes sous ses yeux trahissaient leur nuit blanche. Elle s'était à peine reposée depuis leur fuite vers l'appartement de sa cousine, passant des heures à tout documenter et à organiser un transport sécurisé pour rentrer. « Madame Martin », dit doucement Manon, touchant le bras de son assistante. « Nous sommes presque à la maison. » Camille, réveillée en sursaut, fut instantanément alerte. « Des nouvelles du bureau ?» Stéphane a appelé 4 fois. Il dit qu'il est urgent que nous nous rencontrions dès notre atterrissage. La voix de Manon était prudente, mesurée. Il est très inquiet pour notre sécurité. Trop inquiet. Marmonna Camille en se frottant les yeux. Où était cette inquiétude quand nous étions réellement en danger? Manon hocha lentement la tête. Quelque chose la taraudait à propos de l'attaque. Un détail juste hors de portée. Elle ferma les yeux, rejouant cette nuit violente. Les masques, la précision, la façon dont ils avaient su exactement quand frapper. Le jet atterrit à Lyon sous un ciel gris et lourd. Une Peugeot 508 de société attendait sur le tarmac, plus de sécurité visible dans le terminal. Manon sentit le poids des regards sur elle alors qu'elle traversait l'aéroport.
Des chuchotements les suivaient. L'attaque n'avait pas fait les gros titres internationaux, mais les rumeurs se propageaient vite dans les cercles d'affaires. Le siège social d'Ellison Global se dressait devant, vert et acier s'élevant vers des nuages d'orage. Manon se redressa, ignorant la protestation de ses côtes meurtries. Elle ne les laisserait pas voir sa douleur. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction fut silencieux. Quand les portes s'ouvrirent, Stéphane Garnier attendait, l'inquiétude gravée sur ses traits polis. « Manon, dit-il en s'avançant les bras ouverts. Dieu merci, vous êtes en sécurité. Quand nous avons appris l'attaque. » Elle passa outre sa tentative d'étreinte, notant comment son sourire vacilla. « Garde ton théâtre pour toi, Stéphane. Nous avons du travail. » Son costume pressé et ses cheveux parfaits lui semblèrent soudain artificiels. Un costume plutôt que des vêtements. Il les suivit dans son bureau, se lançant dans un discours préparé. Le conseil est préoccupé par la stabilité du marché, dit-il en arpentant la pièce. L'équipe de Léo propage une version sur un malentendu culturel. Si nous nous excusons, que nous aplanissons les choses. Aplanir les choses? La voix de Manon aurait pu geler une flamme. Ils ont essayé de nous tuer. Nous ne savons pas si c'était eux, dit rapidement Stéphane. La police locale dit que c'était probablement des criminels opportunistes. Des criminels qui savaient exactement quand nous examinerions des documents sensibles? Coupa Camille. Qui se déplaçaient comme des combattants entraînés. La main de Stéphane alla à sa cravate, l'ajustant nerveusement. Le mouvement fit légèrement remonter sa manche, et le souffle de Manon se coupa. Là, partiellement caché par sa montre, se trouvait une égratignure en voie de guérison, rouge et récente. Un souvenir s'enclencha comme une clé tournant dans une serrure. Le bouton de manchette en or qu'elle avait trouvé dans les débris de sa chambre d'hôtel. Le même design personnalisé qu'elle avait vu Stéphane porter lors de la réunion du conseil du mois dernier. Son esprit s'emballa, chaque révélation plus accablante que la précédente. « Tu as raison, » dit Manon, gardant sa voix stable par pure volonté. « Nous devons gérer cela avec soin. Donne-moi le week-end pour examiner nos options. » Le soulagement inonda le visage de Stéphane. Il n'avait pas remarqué qu'elle fixait son poignet. « C'est exactement ce que j'espérais que tu dises. Nous pouvons rédiger une déclaration, peut-être organiser une réunion privée avec Léo. Lundi? Le coup ATL. Nous discuterons de tout lundi. » Après son départ, Camille se tourna vers elle. « Tu as vu quelque chose? » Son poignet. Les mains de Manon se crispèrent sur le bord de son bureau. « Et je me souviens de quelque chose d'autre maintenant. Pendant l'attaque, l'un d'eux a hésité quand j'ai balancé la lampe, il a reculé au lieu de poursuivre, comme s'il ne voulait pas vraiment me blesser. » La compréhension se fit jour sur le visage de Camille. « Tu penses que Stéphane était là, à Paris? » Je pense que Stéphane joue sur les deux tableaux depuis un moment. Manon ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volant sur les touches. Ces changements de brevet ne sont pas arrivés par accident. L'attaque ne visait pas seulement à nous empêcher d'exposer la corruption de Dubois. Il s'agissait de détruire les preuves de l'implication de Stéphane. Elles travaillèrent toute la soirée, renvoyant l'équipe de sécurité chez elle pour éviter les soupçons. Le tonnerre grondait dehors alors que la nuit tombait, la pluie fouettant les fenêtres. L'équipe de cybersécurité de Manon lui avait donné des outils spécialisés pour les urgences, des programmes capables de craquer des emails cryptés sans laisser de traces. Là, dit enfin Camille, montrant son écran. Un compte caché routé par des serveurs à Zurich. La mâchoire de Manon se serra en lisant. Des dizaines de messages entre Stéphane et Léo s'étalant sur des mois, des plans pour manipuler les termes du contrat, des avertissements sur son enquête, des détails sur son emploi du temps à Paris. Elle est trop dangereuse à contrôler, lut Manon à voix haute, sa voix dure comme l'acier. La société mère n'agira pas. Nous devons nous en occuper nous-mêmes. Le dernier email était daté de la veille de l'attaque. La réponse de Stéphane était simple. Quoi qu'il en coûte. La pluie tambourinait contre les fenêtres alors que Manon fixait les preuves de la trahison. Son directeur financier, quelqu'un en qui elle avait eu confiance, qu'elle avait promu, défendu devant le conseil, avait conspiré avec Léo pour la détruire. Avait été dans cette chambre d'hôtel, regardant ces voyous à gages essayer de la terroriser pour la réduire au silence. Envoie des copies sur un stockage sécurisé, dit-elle à Camille.
Puis contactent le service juridique, discrètement. Un éclair illumina leur reflet dans les fenêtres sombres. Dans ce moment brutal, Manon se vit clairement. Plus la PDG posée essayant de travailler au sein du système, mais une guerrière forcée de se battre. Stéphane et Léo avaient choisi la violence plutôt que le respect, la trahison plutôt que l'honneur. Elle toucha les ecchymoses cachées sous sa manche, sentant chacune comme une marque de résolution. Il l'avait crue faible, pensait pouvoir la briser avec des poings et de la peur. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. L'horizon de Lyon scintillait à travers le mur de fenêtre du bureau de Manon, une constellation de lumière de la ville s'étirant dans l'obscurité de minuit. Elle se tenait devant la vitre, les mains jointes derrière le dos, observant son reflet se superposer au paysage urbain en contrebas. Les ecchymoses de Paris avaient commencé à s'estomper, mais le souvenir de cette violence restait aussi vif que du verre brisé. Camille était assise à la table de conférence derrière elle, entourée d'ordinateurs portables et de tablettes, ses doigts se déplaçant sur les claviers avec une précision habituée. Des tasses de café vides et des emballages de plats à emporter témoignaient des heures qu'elles avaient passées à monter leur dossier. Le sommet est prévu pour jeudi, dit Camille en consultant sa tablette. Tous les grands réseaux financiers diffuseront en direct. Les gens de Léo confirment déjà leur présence. Ils pensent que c'est ton discours de reddition. Manon se détourna de la fenêtre, un léger sourire effleurant ses lèvres. Ils sous-estiment toujours ce qu'ils craignent. C'est leur faiblesse. Elle se dirigea vers la table, chaque pas mesuré et délibéré. Ses talons claquèrent sur le parquet alors qu'elle attrapait une tablette, examinant les preuves rassemblées. L'écran affichait une structure de dossier qui représentait des mois de documentation minutieuse, dossiers financiers, chaînes de mai, images de surveillance et fichiers audio, tous méticuleusement organisés. « Repasse-moi l'ordre de la présentation », dit Manon en s'installant dans son fauteuil. Camille afficha une chronologie sur l'écran principal. Nous ouvrons avec la proposition de partenariat, tout est propre et réglo. Ensuite, nous montrons les termes du contrat modifié que Stéphane a secrètement inséré. Elle passa à la diapositive suivante. Cela nous mène à la piste de l'argent, sociétés écrans, comptes cachés, tout le tout team. Et les violations du droit du travail, documentées avec des photos, des témoignages et des images satellites. La voix de Camille se durcit. Ils ne peuvent pas nier ce que nous avons capté depuis l'espace. Manon hocha la tête, faisant défiler des dossiers sécurisés sur son ordinateur portable. Elle avait créé des sauvegardes redondantes de tout, stockées dans différents endroits du monde. Après l'attaque de Paris, elle avait appris la valeur d'une préparation paranoïaque. La clé est le timing, dit Manon en affichant un autre fichier. Nous devons contrôler le récit dès le premier instant. Pas le temps pour leurs conseillers en communication de réagir. Elles passèrent l'heure suivante à peaufiner la séquence de la présentation. Chaque révélation s'appuierait sur la précédente, construisant un cas irréfutable de corruption, de racisme et de violence. Les preuves se dérouleraient comme une symphonie de justice parfaitement orchestrée. Et pour l'audio ? Demanda doucement Camille. Manon ouvrit un fichier sécurisé étiqueté uniquement avec un horodatage. La forme d'onde apparut à l'écran. Des pics et des creux représentant la voix de Léo lors du dîner fatal. Son insulte en français, préservée dans une clarté numérique immaculée, attendait comme une arme chargée. Nous le gardons pour la fin, dit Manon en étudiant le motif audio. Après avoir montré la corruption, les tentatives de vol, l'attaque. Laisse-les voir la pourriture à leur cœur avant d'exposer la haine dans leur cœur. Elle pensa à sa mère, qui avait passé des décennies à nettoyer les maisons des autres avec une dignité tranquille, qui lui avait appris que l'éducation était une armure, que l'excellence était une vengeance, que la patience était un pouvoir. Le souvenir du visage narquois de Léo flotta dans son esprit. Sa cruauté désinvolte, sa présomption de supériorité. Vérifiez à nouveau la liste des investisseurs, ordonna Manon, repoussant le souvenir. Je veux savoir exactement qui sera dans cette salle. Camille afficha des profils sur sa tablette. La plupart des grands fonds ont confirmé. Gestionnaires de fonds de pension européens, représentants de fonds souverains du Golfe, banques de développement asiatique. Elle s'interrompit, faisant défiler. Même la société d'investissement de l'État chinois. Bien. Manon se leva, se dirigeant vers un tableau blanc couvert d'organigrammes et de connexions. Ils doivent voir qu'il ne s'agit pas des contre-ouest. Il s'agit du bien contre le mal. De la vérité contre le mensonge.
Elles passèrent une autre heure à tester leur stratégie, examinant chaque contre-argument possible ou problème technique. Manon avait appris il y a longtemps que l'excellence exigeait une attention obsessionnelle aux détails. Personne ne lui avait jamais accordé le bénéfice du doute. Elle devait être parfaite. Redondance des serveurs? Demanda-t-elle en examinant leur liste de contrôle. Triple sauvegarde, confirma Camille. S'ils essaient de couper le flux, nous avons des basculements instantanés prêts. Et des copies papier de tout seront sous chaque siège dans des enveloppes scellées. Manon s'autorisa un petit sourire. Il l'avait cru faible, pensait pouvoir l'intimider pour la faire taire. Au lieu de cela, il lui avait appris à être à l'épreuve des balles. Les lumières de la ville continuaient leur danse silencieuse au-delà des fenêtres. Alors que minuit s'approfondissait vers l'aube, Manon retourna à son ordinateur portable, ouvrant le fichier audio une dernière fois. Elle ajusta son casque, voulant être absolument certaine de la qualité. La voix de Léo emplit ses oreilles, les syllabes françaises précises et venimeuses. Et, la petite servante noire. Elle pouvait entendre le sourire narquois dans sa voix, la certitude absolue de sa supériorité. En arrière-plan, des rires nerveux fusaient de son public de sycophantes et de lâches. Le doigt de Manon plana sur le trackpad, son reflet dans l'écran stable et résolu. La femme qui la regardait n'était plus en colère. Elle était concentrée, déterminée, inarrêtable. Elle avait transformé leur haine en carburant, leur violence en but. Les ondes audio pulsaient à l'écran, attendant d'être libérées. Un clic déclencherait une avalanche qui ensevelirait Léo, Stéphane et tout leur empire corrompu. Non pas avec fureur ou vengeance, mais avec la vérité et des preuves inébranlables. Elle appuya sur lecture une fois, écoutant à nouveau l'insulte. Puis elle ferma l'ordinateur portable d'un clic silencieux. Demain, dit-elle, sa voix portant le poids de la certitude. Il s'agenouille. Le mur vidéo de la salle de conférence exécutive de Manon affichait une grille de visages, des acteurs puissants et des faiseurs de rois de tous les coins du monde de la finance mondiale. Leurs expressions allaient de l'intérêt poli à l'ennui à peine dissimulé. Ils pensaient être là pour assister à sa capitulation, à la mort tranquille de sa carrière. Manon se tenait devant les caméras dans un tailleur blanc impeccable, sa posture détendue mais imposante. Camille était assise hors champ, surveillant les flux techniques et les systèmes de sauvegarde. Le soleil du matin entrait à flot par les fenêtres, projetant une lueur dorée sur la table de conférence polie. « Merci à tous de vous joindre à nous », commença Manon, sa voix stable et claire. J'ai convoqué ce sommet pour aborder les événements récents et partager des informations cruciales sur le partenariat proposé avec Dubois SA. Le visage de Léo apparut dans l'un des plus grands panneaux vidéo, diffusant depuis le bureau orné de son père à Paris. Il arborait un sourire travaillé, s'attendant probablement à ce qu'elle s'excuse, qu'elle implore le pardon pour son explosion émotionnelle. Pierre Dubois était assis derrière lui, le visage impassible comme de la pierre. Commençons par l'accord de partenariat original, dit Manon en partageant son écran. Le contrat apparut, ses termes surlignés en bleu. C'était la version dont nous avions initialement discuté. Elle cliqua. Un nouveau texte apparut, marqué en rouge. Et voici les modifications insérées secrètement la veille de la signature. Notez les clauses de transfert de brevets modifiées, les structures de propriété modifiées. Des murmures parcoururent le rassemblement virtuel. Le sourire de Léo vacilla mais un bond. Notre enquête a révélé que ces changements étaient conçus pour faciliter des transferts de technologies illégaux via un réseau de sociétés écrans. Un autre clic fit apparaître un réseau complexe de flux financiers. Cette structure, centrée sur Océan Brit Holdings Limited, est directement liée à des comptes contrôlés par Léo Fournier. Les murmures s'intensifièrent. Le sourire de Léo disparut complètement. Mais ce n'était que la surface, continua Manon, son rythme mesuré et implacable. Notre équipe a découvert une fraude systématique remontant à des années. Elle commença à partager document après document, rapports d'audit falsifiés, inspections de sécurité falsifiées, pots de vin déguisés en frais de consultation. Ces transferts, elle mit en évidence une série de transactions, montrent des paiements à des fonctionnaires gouvernementaux via des comptes offshore. Les dates correspondent exactement aux permis approuvés pour des installations qui ont échoué aux évaluations d'impact environnemental. Pierre Dubois bougea enfin, se penchant pour murmurer quelque chose à Léo. Mais Manon passait déjà à sa prochaine révélation. Nous avons également découvert des preuves de travail forcé dans plusieurs installations de Dubois. Des photos satellites apparurent,
ainsi que des mémos internes et des témoignages. Des travailleurs retenus contre leur gré, leurs passeports confisqués, vivant dans des dortoirs surveillés. Les visages des investisseurs étaient passés de l'ennui au choc, puis à une colère croissante. Léo tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de contacter son équipe de gestion de crise. Lorsque nous avons découvert ces irrégularités, dit Manon, sa voix prenant une inflexion d'acier, j'ai soulevé des préoccupations lors d'un dîner privé. La réponse fut éclairante. Son doigt plana sur le clavier. Dans la brève pause, elle croisa les yeux de Léo à travers l'écran. Son visage était devenu pâle, la prise de conscience arrivant trop tard. Elle appuya sur lecture. La voix de Léo emplit la salle de conférence, ses mots français précis et venimeux. Et, la petite servante noire. L'insulte flotta dans l'air comme de la fumée. Puis vint l'onde de rire nerveux, le bruit des verres qui trinquent, le moment de cruauté désinvolte capturé dans une clarté numérique parfaite. Manon laissa l'enregistrement jouer jusqu'à la fin. Puis elle passa au français, sa prononciation impeccable. Vous m'avez appelé servante. Maintenant, servez votre honte. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Les investisseurs commencèrent à se déconnecter un par un, leurs panneaux vidéo s'éteignant comme des lumières qu'on éteint. Ceux qui restaient arboraient des expressions de dégoût et de fureur. Sur le ticker financier qui défilait au bas du mur vidéo, l'action de Dubois SA commença à chuter. Les chiffres tombaient de plus en plus vite à chaque seconde qui passait. Des millions de valeurs disparaissant comme de la brume au soleil. Le visage de Léo était passé de pâle à cendré. Derrière lui, Pierre Dubois se leva lentement, son expression un masque de rage contenue. Il attrapa l'épaule de Léo, sa prise visiblement serrée même à travers la vidéo. Le dossier complet des preuves a été transmis aux autorités réglementaires compétentes dans 12 pays, déclara Manon, repassant à l'anglais. Vous trouverez des copies dans vos boîtes de réception sécurisées, ainsi que la documentation des agences qui ont été notifiées. Une autre vague de déconnexion suivit. Le cours de l'action poursuivit sa chute libre. Ceci conclut notre présentation, dit Manon. Merci de votre temps. Elle tendit la main vers le bouton de déconnexion, s'arrêtant un dernier instant pour croiser le regard dévasté de Léo. Dans ses yeux, elle vit les ruines de son empire, les cendres de son arrogance. Puis elle appuya sur le bouton, et son visage disparut dans l'obscurité numérique. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement de l'électronique. Manon resta immobile un instant, sentant le poids de ce qu'elle venait d'accomplir s'installer autour de ses épaules. Des années de corruption exposées, des décennies de privilèges brisés, tout cela avec le simple pouvoir de la vérité. Elle prit une profonde inspiration, puis l'expira lentement. Un empire de moins, murmura-t-elle. Camille commença à éteindre les systèmes, à fermer les ordinateurs portables et à éteindre les écrans. Le soleil du matin entrait toujours à flot par les fenêtres, mais il semblait différent maintenant, plus propre en quelque sorte, comme si la lumière elle-même avait été purifiée par ce qui venait de se passer. Le ticker boursier continuait sa descente implacable, marquant la destruction de milliards de valeurs boursières. Mais pour Manon, les chiffres étaient secondaires. Elle avait fait ce qu'elle s'était fixé de faire, non seulement protéger son entreprise, mais porter un coup contre le genre de haine ordinaire qui l'avait hanté toute sa carrière. Elle attrapa son verre d'eau, but une petite gorgée et regarda le monde de la finance absorber les ondes de choc de ce qu'elle venait de déchaîner. À Paris, les téléphones sonneraient, les avocats s'agiteraient, et Léo affronterait la colère de son père. Mais ici, à Lyon, dans cette salle de conférence tranquille, Manon avait enfin prouvé ce que sa mère lui avait toujours enseigné. L'excellence était vraiment la meilleure des vengeances. La première vidéo est apparue seulement 3 heures après la fin du sommet. Des images tremblantes montraient ce qui ressemblait à Manon bousculant un membre du personnel français lors de sa visite à Paris. À midi, des dizaines d'autres avaient fait surface. Toutes granuleuses, toutes trompeuses, toutes soigneusement montées pour la dépeindre comme volatile et agressive. Manon se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant des nuages sombres s'amonceler sur l'horizon de Lyon. Son téléphone vibrait constamment de notifications, chacune apportant une nouvelle vague de haine anonyme. Les messages allaient des insultes raciales aux menaces de mort détaillées, remplissant sa boîte de réception comme du poison. Ils utilisent des deepfakes, dit Camille depuis son bureau, faisant défiler le dernier lot de vidéos. Des bons, mais ce sont des faux. Regarde comment ton épaule traverse le mur dans celui-ci.
Sauvegarde tout, répondit Manon, sa voix calme malgré la tempête qui se préparait à la fois dehors et en ligne. Chaque menace, chaque vidéo, chaque commentaire. Nous aurons besoin de tout. Son ordinateur sonna avec une notification de mail urgent. L'objet était « Mémo interne, corruption chez Ellison Global exposé ». L'expéditeur était listé comme « lanceur d'alerte anonyme ». Mais Manon savait mieux. Elle aurait reconnu le style d'écriture de Stéphane Garnier n'importe où. Les documents joints étaient magistralement conçus, des mémos qui semblaient la montrer approuvant des paiements illégaux, des emails antidatés discutant du vol de technologie, même un faux enregistrement d'elle planifiant de saboter l'accord avec Dubois depuis le début. C'était le genre de traces écrites qui pouvaient détruire des carrières, le genre qui prenait des semaines à préparer. Il a planifié ça, dit Manon, transférant les fichiers sur son serveur sécurisé. Ces faux sont trop bien faits pour un travail bâclé. Stéphane a toujours été l'homme de Léo à l'intérieur. Camille se déplaça vers l'ordinateur de Manon, examinant les documents. Les métadonnées montrent que certains d'entre eux ont été créés il y a des mois. Il a construit ce piège depuis avant le voyage à Paris, et maintenant il pense l'avoir refermé. Manon ouvrit un autre dossier sur son écran, contenant chaque email que Stéphane avait jamais envoyé depuis son compte d'entreprise, y compris ceux qu'il pensait avoir supprimés. Mais j'ai aussi construit mon propre piège. Elle ouvrit la première chaîne de mai entre Stéphane et Léo, datée de 6 mois plus tôt. Les messages commençaient innocemment, discussions commerciales informelles, partage d'informations inoffensives. Mais ils s'assombrirent avec le temps, devenant plus explicites dans leur planification. Les derniers échanges discutaient des montants exacts pour la coopération de Stéphane, des numéros de compte offshore et des instructions détaillées pour saboter la position de Manon. Envoie tout ça à la DGSI, ordonna Manon. Chaque email, chaque pièce jointe, chaque brouillon supprimé. Et copie l'AMF pour tout ce qui concerne la manipulation de cours qu'ils ont planifié. Les doigts de Camille volèrent sur le clavier, transmettant des années de preuves aux autorités françaises. Dehors, le tonnerre gronda dans le ciel alors que l'orage éclatait enfin. La porte du bureau de Stéphane s'ouvrit de l'autre côté du couloir. Il en sortit avec son sourire poli habituel, redressant sa cravate en se dirigeant vers la porte de Manon. Elle pouvait voir la confiance dans sa démarche. Il pensait l'avoir acculée. « Manon, dit-il en entrant sans frapper. Nous devons discuter de la gestion de crise. Ces allégations sont extrêmement sérieuses. » Elle se détourna lentement de la fenêtre, le laissant voir son absence totale d'inquiétude. « Oui, elles le sont. Surtout celles qui relèvent de la justice. » Son sourire vacilla. « La justice ? La division des cybercrimes est particulièrement intéressée par tes conversations avec Léo sur le piratage de nos serveurs. » Elle prit son téléphone, lui montrant l'écran. « Ils viennent de confirmer la réception de toutes les preuves. Ils sont très efficaces. » La couleur quitta le visage de Stéphane. Ces emails ont été supprimés. Rien n'est jamais vraiment supprimé, Stéphane. C'est toi qui me l'as appris, tu te souviens? À l'époque où tu faisais encore semblant d'être mon mentor au lieu de la marionnette de Léo. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. 2 agents en civil apparurent à la porte, leurs brassards de police brillants. Derrière eux se tenaient plusieurs policiers en uniforme. Stéphane Garnier, dit un agent, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Le masque de calme corporatif de Stéphane se brisa complètement. C'est ridicule. Je suis le directeur financier de cette entreprise. Vous ne pouvez pas simplement. Ils le peuvent et ils le feront, coupa Manon. Espionnage industriel, escroquerie, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit informatique. Ce sont des accusations graves, Stéphane. Et c'est avant même d'aborder la tentative de vol de brevets classifiés sur l'énergie verte. Les agents s'avancèrent, menottes prêtes. Stéphane recula, cherchant désespérément une issue dans la pièce. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont forcé à le faire. Léo a dit. Gardez ça pour votre déposition, dit l'agent en lui passant les menottes. Vous aurez tout le temps de tout expliquer. Des flashs d'appareils photo commencèrent à crépiter à travers les fenêtres alors que Stéphane était emmené. Les camionnettes des chaînes d'information s'étaient déjà rassemblées en bas, prévenues de l'arrivée de la police. Le monde entier verrait la marche de la honte de Stéphane Garnier. Manon se tenait à sa fenêtre, regardant pendant qu'il le guidait à travers la horde de journalistes.
Son costume parfaitement taillé semblait déplacé, d'une certaine manière, avec ses mains menottées dans le dos. D'autres flashs illuminèrent la scène malgré la pluie, capturant sa chute pour les gros titres de demain. Elle ne s'y a pas une seule fois en le regardant être placé dans le véhicule de police. Voilà à quoi ressemblait la justice. Pas bruyante ou dramatique, mais méthodique et inéluctable. Toutes ces années de condescendance subtile de Stéphane, ces préjugés cachés à peine masqués par la politesse d'entreprise, avaient mené à ce moment. La voiture s'éloigna, ne laissant que des journalistes trempés par la pluie et leurs caméras déçues. Manon resta à la fenêtre, son reflet calme et stable dans la vitre. En moins d'une journée, elle avait fait tomber un empire corrompu à Paris et démasqué un traître dans ses propres rangs. Mais elle savait que ce n'était pas la fin. Le pouvoir ne se rendait jamais tranquillement, et les prédateurs blessés étaient les plus dangereux. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur les routes vides de Lyon alors que Manon guidait sa DS9 dans la nuit calme. La victoire de la journée semblait lointaine maintenant, remplacée par une lassitude familière qui la suivait depuis Paris. Ses mains agrippaient fermement le volant, ses yeux vérifiant constamment le rétroviseur, une habitude qu'elle avait développée depuis l'attaque de l'hôtel. L'horloge numérique sur son tableau de bord indiquait 23h43. La plupart des immeubles de bureaux autour d'elle étaient sombres, leurs fenêtres reflétant le flash occasionnel de ses feux arrière. Elle était restée tard, finalisant les déclarations sur l'arrestation de Stéphane, s'assurant que chaque mot était précis, inattaquable. Un mouvement dans son rétroviseur attira son attention. Des phares, hauts et agressifs, appartenant à un SUV noir qui venait de tourner dans la rue derrière elle. Quelque chose dans sa présence lui donna la chair de poule. Le véhicule garda le rythme, maintenant la même distance pendant 3 pâtés de maison. Manon tourna à droite, puis encore. Traçant des itinéraires de fuite dans son esprit. Le SUV suivit chaque mouvement. Sa suspicion se durcit en certitude. Ce n'était pas une coïncidence. Son pied appuya plus fort sur l'accélérateur, mais elle garda sa vitesse juste en dessous du seuil suspect. Pas besoin d'attirer l'attention de la police. Pas quand elle avait besoin de mobilité. Le SUV accéléra soudainement, comblant l'écart entre eux. Ses phares remplirent ses rétroviseurs, assez brillants pour être aveuglants. Le pouls de Manon s'accéléra, mais ses mouvements restèrent contrôlés, délibérés. Elle avait affronté pire que des harceleurs sur la route. Ils approchèrent d'une intersection où la route s'élargissait en 4 voies. Le SUV se déporta sur la voie de gauche, se plaçant à sa hauteur. Manon entrevit des silhouettes sombres à l'intérieur, les visages cachés dans l'ombre. Le véhicule fit une embardée, se rabattant brusquement devant elle. Les pneus crissèrent alors que Manon freinait. Sa DS9 dérapa, s'arrêtant à quelques centimètres du pare-chocs arrière du SUV. Avant qu'elle ne puisse faire marche arrière, 2 hommes sortirent du véhicule. Leur mouvement était exercé, déterminé. L'un portait un démonte-pneus qui brillait faiblement sous les lampadaires. Le temps sembla ralentir. Manon vit chaque détail avec une clarté cristalline, les gants noirs des hommes, leurs vêtements sombres et anonymes, la façon dont ils se déployaient pour approcher des 2 côtés. Elle se souvint de la chambre d'hôtel à Paris, du bruit du verre brisé, du sentiment d'être acculée. Pas cette fois. Son pied écrasa l'accélérateur avant qu'il ne puisse atteindre ses portières. Le moteur de la DS9 rugit, les pneus patinant sur le pavé mouillé. Elle tourna le volant à fond, visant l'espace étroit entre le SUV et le trottoir. Le métal hurla contre le métal alors que sa voiture raclait leur pare-chocs. L'impact envoya son véhicule en tête à queue. Manon tourna dans le sens du dérapage, utilisant l'élan pour faire pivoter sa voiture à 180 degrés. Sa formation en conduite défensive prit le dessus, contre-braquage, maintien du contrôle, trouver sa sortie. La DS9 se redressa, faisant face à la direction opposée, et elle accéléra à fond. Dans son rétroviseur, elle vit les hommes se précipiter vers leur véhicule. Le pare-choc avant de leur SUV pendait, endommagé par la collision. Elle prit un virage serré dans une rue résidentielle, puis un autre, serpentant à travers le quartier calme jusqu'à ce qu'elle soit certaine de les avoir semés. Ses mains ne tremblaient pas lorsqu'elle sortit son téléphone et composa le numéro de Camille. L'appel se connecta après 2 sonneries. Ils essaient toujours de finir le travail, dit Manon sans préambule, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait son système. SUV noir, 2 hommes armés. Ils viennent d'essayer de me sortir de la rue de la République. J'appelle la police, répondit immédiatement Camille.
Où es-tu maintenant? En sécurité, en direction du commissariat du 6e arrondissement de Lyon. Manon vérifia à nouveau ses rétroviseurs. Des rues claires derrière elle. Fais en sorte que notre équipe de sécurité inspecte ma maison avant que je rentre. Et obtiens-moi les images des caméras de circulation des 20 dernières minutes autour de la rue de la République et de la place des Cordeliers. Elle mit fin à l'appel et se rendit directement au commissariat. Des officiers attendaient dehors à son arrivée, alertés par l'appel de Camille. Ils photographièrent les dégâts de sa voiture. Peinture argentée et raflée le long du côté passager, bosse sur l'aile arrière où elle avait heurté le SUV. L'inspectrice Valérie Laurent prit sa déposition dans une salle d'interrogatoire qui sentait le vieux café. Manon raconta chaque détail avec une clarté précise, sa voix ne vacillant jamais. Le stylo de l'inspectrice crissa sur son bloc-notes, enregistrant les heures, les descriptions, la séquence des événements. Vous êtes remarquablement calme pour quelqu'un qui vient de survivre à une tentative d'agression, observa Laurent en étudiant le visage de Manon. La panique ne résout pas les problèmes, répondit Manon. Ni la peur. J'ai besoin que cela soit documenté pour que nous puissions prouver le schéma et l'intention lorsque vous les attraperez. L'inspectrice hocha lentement la tête. Cela est lié à l'incident de Paris et à l'arrestation d'aujourd'hui. Ils escaladent parce qu'ils sont désespérés. Manon croisa le regard de l'inspectrice. Je ne me laisserai pas intimider jusqu'au silence. Ni par Léo. Ni par Stéphane. Ni par des voyous à gages dans un SUV. Il était presque 2 heures du matin quand elle rentra enfin chez elle. Son équipe de sécurité avait inspecté la propriété 2 fois, installé des caméras supplémentaires et positionné des gardes à des points stratégiques autour du périmètre. Elle franchit sa porte d'entrée seule, refusant de se faire escorter à l'intérieur. C'était son espace, et elle ne laisserait pas la peur changer sa façon d'y vivre. Dans sa chambre, Manon se changea, suspendant soigneusement son tailleur malgré l'heure tardive. La routine l'aida à calmer son esprit, à se reconcentrer sur sa respiration. Elle ouvrit son coffre-fort et sortit un pistolet noir mat, un Glock 19, choisi pour sa fiabilité et sa précision. L'arme était familière dans ses mains, un outil qu'elle avait espéré ne jamais avoir à utiliser, mais avec lequel elle s'était longuement entraînée. Elle posa le pistolet sur sa table de chevet, vérifiant que la sécurité était enclenchée, qu'une balle était chambrée. Sa voix était à peine un murmure dans la pièce silencieuse. Plus jamais sans défense. La lumière du soleil inondait le bureau de Manon alors qu'elle examinait un email cryptique arrivé à 4h27 du matin. Le message ne contenait que des détails de vol et une seule ligne, Léo cherche refuge à Nice. À gérer avec soin. L'adresse de l'expéditeur était une chaîne de chiffres, mais la signature numérique portait des traces de protocoles officiels du gouvernement chinois. Elle but une lente gorgée de son café matinal, considérant les implications. Le puissant empire du bois se fracturait, et quelqu'un de haut placé dans la structure du pouvoir de Pékin voulait qu'elle soit au courant du geste désespéré de Léo. Ce n'était pas surprenant. Le gouvernement chinois avait toujours joué sur le long terme, et l'humiliation publique de Léo était devenue un embarras qu'il devait contenir. Camille appela Manon à son assistante, qui travaillait à un bureau dans la pièce adjacente. Passez-moi l'agent spécial Nicolas Bernard de la division des crimes financiers. Camille apparut dans l'embrasure de la porte, tablette à la main. C'est déjà fait. Il attend votre appel dans 10 minutes. Et cette source que vous m'avez demandé de vérifier est bien passée par les canaux diplomatiques. Quelqu'un tire les ficelles à Pékin. Manon hocha la tête, sans surprise. Le père de Léo a encore des ennemis de son ascension au pouvoir. Maintenant, ils sentent l'odeur du sang. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant son équipe de sécurité patrouiller le terrain. À quelle heure son vol atterrit-il ? J'ai privé atterri à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à 14h15, heure du Pacifique. Il voyage sous un pseudonyme, Michel Jean, mais la photo du passeport correspond. Le coin de la bouche de Manon se releva. Négligent. Il a peur. Elle retourna à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Donnez-moi tout sur ses contacts connus en Californie, partenaires commerciaux, propriétés, sociétés écrans. Surtout quiconque pourrait le cacher. Pendant l'heure suivante, elles établirent une carte détaillée des relations de Léo sur la côte ouest. Le schéma était clair, il essayait de sauver ses relations avec les investisseurs américains, espérant probablement reconstruire son empire depuis l'étranger.
Mais sa sortie précipitée suggérait qu'il craignait plus qu'une simple ruine financière chez lui. À 9h04 précise, Manon composa le numéro sécurisé de l'agent Bernard. Sa voix bourrue répondit à la première sonnerie. « Docteur Leroy, j'entends que vous avez quelque chose d'intéressant pour nous. » Fournier entre dans l'espace aérien français dans 5 heures, dit-elle sans préambule. Il transporte de faux documents de voyage et prévoit de rencontrer des investisseurs qui l'ont aidé à blanchir de l'argent via des casinos à Monaco l'année dernière. Il y eut une pause sur la ligne. C'est un renseignement très précis. Votre source est fiable? Assez fiable pour que le gouvernement chinois veuille qu'il soit attrapé et renvoyé chez lui. Ils font le ménage. L'agent Bernard. Léo ne fuit plus seulement une mauvaise presse. Donnez-moi tout ce que vous avez, dit Bernard. Des papiers bruissèrent en arrière-plan. Et docteur Leroy, surveillez vos arrières. S'il est assez désespéré pour fuir la Chine, il pourrait d'abord essayer de régler ses comptes. Manon pensa aux démons de pneus brillants sous les lampadaires, au bruit du verre brisé à Paris. Ma sécurité est doublée depuis la tentative d'hier soir. Concentrez-vous sur l'attraper avant qu'il ne disparaisse dans la propriété d'un milliardaire sur la Côte d'Azur. Elle passa les heures suivantes à coordonner avec les équipes de police, fournissant la documentation sur les crimes financiers de Léo que ses enquêteurs avaient découvertes. Les preuves étaient accablantes, virements vers des comptes liés à des terroristes, pots de vin à des fonctionnaires africains, vol systématique de propriété intellectuelle. Léo n'avait pas seulement été arrogant. Il avait été négligent, laissant des empreintes numériques sur chaque stratagème. À 13h45, heure de l'Est, Camille se précipita dans le bureau. Son avion vient de commencer sa descente vers Nice. La police est en position. Manon afficha un flux vidéo sécurisé que Bernard lui avait accordé. Plusieurs angles de caméra montraient le terminal privé où le jet de Léo roulerait. Des équipes d'agents en tenue tactique prirent position derrière des véhicules et des bâtiments. Le Gulfstream élégant se posa pile à l'heure, ses roues dégageant des bouffées de fumée contre le soleil de la Californie. Il s'arrêta près du terminal privé, et pendant plusieurs longs moments, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit, et une silhouette familière apparut en haut des escaliers. Léo avait l'air différent de l'homme arrogant qu'il avait raillé à Paris. Son costume de créateur était froissé, ses cheveux en désordre. Il ne portait qu'une petite mallette en cuir, la serrant comme un bouclier. En descendant les escaliers, ses yeux balayaient nerveusement les alentours, cherchant des voitures en attente ou des visages amicaux. Au lieu de cela, il trouva des agents de police sortant de toutes les directions, armes au poing. Léo se figea à mi-chemin des escaliers, son visage un masque d'incrédulité et de rage. Même à travers le flux vidéo granuleux, Manon pouvait lire sur ses lèvres alors qu'il criait en français, exigeant l'immunité diplomatique, menaçant de conséquences. Les agents étaient professionnels et efficaces, le maîtrisant sans drame. L'un lui retira la mallette des mains, tandis que d'autres lui passaient les menottes. Les protestations de Léo devinrent plus fortes, plus désespérées, mais les microphones captèrent la réponse calme de l'agent Bernard. « Monsieur Fournier, vous êtes détenu pour de multiples violations des lois bancaires internationales. Le gouvernement chinois a déjà approuvé votre expulsion immédiate. » Manon regarda le visage de Léo alors que ces derniers mots s'enregistraient. La couleur quitta ses joues alors qu'il réalisait la vérité. Il n'était pas arrêté. Il était renvoyé pour faire face à la punition que Pékin avait préparée pour son embarras de l'État. « Obtenez-moi les images de son arrestation, dit-elle à Camille. Tous les angles, la plus haute résolution possible. Et découvrez qui d'autre était dans cet avion avec lui. » Je les extrais déjà, répondit Camille, ses doigts volant sur sa tablette. La liste préliminaire des passagers montre 2 gardes de sécurité privés et un conseiller financier. Les 3 sont interrogés. Manon hocha la tête, satisfaite. Sur son écran, les agents conduisaient Léo vers un véhicule gouvernemental en attente. Ses épaules s'étaient affaissées, le combat s'éteignant en lui alors que tout le poids de sa situation s'abattait sur lui. Juste avant qu'il ne le mette dans la voiture, il regarda directement l'une des caméras de sécurité, comme s'il savait qu'elle regarderait. La matinée lyonnaise déversait une lumière dorée sur les sols polis du siège d'Ellison Global. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Léo, et le monde des affaires était encore sous le choc des répliques. Les talons de Manon claquèrent sur le marbre alors qu'elle traversait le hall principal, son rythme mesuré et confiant. La première personne à la remarquer fut un jeune stagiaire triant le courrier.
Ses yeux s'écarquillèrent et il se redressa, ses mains tripotant des enveloppes. Puis d'autres levèrent les yeux de leurs bureaux et de leurs écrans. Une lente vague de reconnaissance ondula à travers l'espace ouvert. Cela commença par une seule paire de mains applaudissant, puis une autre, jusqu'à ce que le son s'enfle en un tonnerre d'applaudissements. Des employés sortirent des bureaux et des box, leurs visages rayonnant d'admiration et de respect. Certains avaient les larmes aux yeux. Manon garda son sang-froid, bien que son cœur se gonflât. Elle hocha la tête en signe de reconnaissance en passant, touchant parfois une épaule ou rendant un sourire. Ces personnes l'avaient soutenue pendant la tempête, sans jamais douter, sans jamais faiblir. Dans son bureau, Camille attendait avec les briefings du matin et une pile de messages. « Bonjour, docteur Leroy. Les dernières nouvelles de Paris, l'action de Dubois S.A. a été officiellement retirée de la cote. Leur conseil d'administration a été dissous hier et la liquidation des actifs commence la semaine prochaine. » « Et le président ?» demanda Manon en s'installant derrière son bureau. « A démissionné en disgrâce. L'enquête du gouvernement français a révélé des décennies de corruption. Il est en résidence surveillée. » La tablette de Camille sonna. Oh, et l'acte d'accusation de Léo vient de tomber. 37 chefs d'accusation de fraude financière, plus des charges de complot. Il risque 20 ans ici si Pékin le laisse un jour quitter leur garde. Manon s'autorisa un petit sourire. Un empire construit sur l'arrogance, détruit par sa propre fierté. En parlant de ça, Camille leva sa tablette. Toutes les grandes chaînes vous veulent. TF1, France 2, M6. Ils proposent des émissions spéciales en prime time, des entretiens exclusifs. Non. La voix de Manon était ferme mais douce. Ils veulent transformer ça en divertissement, Camille. Ils veulent la femme noire en colère qui a fait tomber une dynastie. Ils veulent des larmes, du drame et des petites phrases sur la vengeance. Mais votre histoire pourrait inspirer tant de gens, protesta Camille. Les jeunes femmes, en particulier les femmes de couleur. Elles n'ont pas besoin de mon visage à la télévision, interrompit Manon. Elles ont besoin de voir que la vérité compte encore. Que la dignité et l'intelligence peuvent vaincre la violence et la haine. Elle désigna la fenêtre où le soleil du matin peignait l'horizon de Lyon. Laissez les faits parler d'eux-mêmes. Les cours de la bourse, les accusations criminelles, les rapports d'audit. C'est ça, l'histoire, pas moi. Camille hocha la tête, comprenant. Ils voulaient du spectacle. Nous leur avons donné la vérité. Exactement. Manon jeta un coup d'œil à sa montre. Je pars tôt aujourd'hui. Il y a un endroit où je dois être. Le trajet jusqu'à l'ancien quartier de sa mère prit 30 minutes. La modeste maison où elle avait grandi semblait différente maintenant, restaurée dans son charme original des années 1960 avec une peinture fraîche et des parterres de fleurs entretenus. Manon l'avait achetée il y a 3 ans, la gardant comme une retraite tranquille de la vie d'entreprise. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle que sa mère avait accrochés des décennies plus tôt. Les meubles étaient pour la plupart neufs, mais certaines pièces restaient, le vieux piano où elle avait pratiqué ses gammes, le fauteuil à bascule où sa mère s'était assise après de longues journées à nettoyer les maisons des autres. Manon se déplaça lentement dans la pièce, touchant des murs familiers. Dans son sac se trouvait une photographie prise lors du banquet fatal en Touraine. Elle l'avait fait imprimer et encadrer, un moment capturé juste avant l'insulte de Léo, la montrant assise à la table d'honneur, le dos droit, les yeux stables, portant le collier de perles de sa mère. Sur la cheminée se trouvait une photographie en noir et blanc de sa mère jeune femme, portant son uniforme d'employé de maison, mais rayonnant d'une dignité tranquille. Manon plaça le nouveau cadre à côté, les 2 images couvrant des générations de lutte et de triomphe. Elle recula, étudiant l'écho visuel entre les photographies, la même posture fière, le même regard sans faille. Sa mère lui avait appris que la dignité n'était pas donnée, elle était revendiquée. Que l'éducation et l'excellence étaient des armes que personne ne pouvait lui enlever. Les derniers rayons du coucher de soleil remplirent la pièce d'une douce lumière ambrée. Manon toucha doucement les 2 cadres, sentant le poids de l'héritage au bout de ses doigts. Ils ont utilisé les points, murmura-t-elle à la maison silencieuse, à la mémoire de sa mère, à son propre reflet dans la vitre. Nous avons utilisé la vérité. Et quand cela a échoué, nous avons utilisé la force. Les mots s'installèrent dans l'air paisible comme une dernière pièce s'emboîtant. Manon rassembla ses affaires,
jeta un dernier regard aux photographies et se dirigea vers la porte. Le système de sécurité bipa alors qu'elle entrait le code, et la serrure cliqua avec une finalité satisfaisante. Dehors, le chant des grillons remplissait la chaude soirée provençale. Ses talons faisaient des bruits doux sur le chemin de briques alors qu'elle marchait vers sa voiture. Sa démarche stable et assurée, avançant comme elle l'avait toujours fait, un pas à la fois, sans peur, sans être brisée, inarrêtable dans son pouvoir tranquille.